Moi, je vais me présenter juste rapidement. Je suis la dirigeante de Numiconsult. Numiconsult, qui est une société de conseil et d'accompagnement à la transition numérique des entreprises indépendantes, TPE et PME. Et je suis aujourd'hui accompagnée d'un des professionnels référencés chez Numiconsult, qui est Mathieu Nario. Bonjour Mathieu. Bonjour. Bonjour à Eric aussi qui est sur le chat. Bonjour Eric. Alors, écoutez, sans plus attendre, nous allons commencer. Je vais animer une partie de cette réunion, mais l'essentiel, bien sûr, sera animé par Mathieu. Simplement pour vous donner quelques éléments de contexte. Donc, chez Numiconsult, nous, on organise régulièrement des événements en ligne avec nos professionnels, avec les professionnels qui sont référencés Numiconsult. Et l'objectif, en fait, c'est de vous les faire rencontrer, que vous puissiez leur poser des questions. Alors là, les questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Mathieu a un œil sur le chat, enfin sur les commentaires qui sont sur LinkedIn pour y répondre. Et puis ensuite, nous allons aborder aujourd'hui un sujet particulièrement prégnant qui est les systèmes d'information. Le thème étant reprendre le contrôle de votre numérique, du numérique de votre entreprise. Pourquoi est-ce que j'aborde ce sujet avec Mathieu aujourd'hui en lien avec la transition numérique qui me préoccupe? C'est parce que, en fait, aujourd'hui, on est en pleine transition numérique, mais c'est pas récent, ça fait déjà 30 ans que l'on affronte toutes les innovations qui nous arrivent, plus de 30 ans que le numérique existe, que Internet existe et nous amène des innovations technologiques qui challengent nos processus, nos façons de travailler, de façon, en fait, c'est la promesse qu'ils font, de façon à rendre ces processus beaucoup plus rapides et à gagner du temps, gagner en productivité, mais aussi développer son chiffre d'affaires, avoir de nouveaux clients. Et par là même, en fait, le numérique, la transition numérique a, dès le début, en fait, percuté les systèmes d'information qui étaient en place à l'époque, il y a plus de 30 ans. En l'occurrence, par exemple, les ordinateurs qui existaient déjà. Et en fait, les ordinateurs ont été les premiers impactés par la transition numérique. Les ordinateurs faisant partie des systèmes d'information. Donc, nous, ce que l'on vous propose aujourd'hui, c'est de voir comment on peut maîtriser les systèmes d'information, reprendre le contrôle de ces systèmes d'information en entreprise en lien avec la transition numérique qui vraiment a des effets qui peuvent être risqués pour les entreprises, pour leur pérennité. Et il ne s'agit pas que de sécurité informatique, je vous le dis, il y a vraiment plein de sujets en lien avec les systèmes d'information autres que la sécurité informatique. Alors déjà, Mathieu, est-ce que tu pourrais nous donner une définition et nous expliquer ce que c'est que les systèmes d'information? Oui, c'était intéressant ce que tu disais, parce que c'est vrai que le système d'information, le numérique a un impact fort, parce qu'un système d'information, contrairement à ce qu'on peut croire, c'est pas en effet que l'informatique, c'est pas juste le matériel. Le système d'information, ça correspond bien à l'ensemble des outils qui vont permettre d'utiliser en fait l'information au sein de l'entreprise. Donc on a une couche technique, on a une couche matérielle, ce qu'on appelle l'infrastructure technique, qui va c'est les PC, c'est les serveurs, c'est les liaisons, la connexion Internet, la téléphonie, en fait, tous ces outils-là qui sont la première base en fait sur laquelle se pose le système d'information. Après, on a les applications, donc tout ce qui est logiciel qui vont être utilisés. Et puis, dans ces logiciels, on a de la donnée, de la data, les données qu'on traite en fait. Et pour traiter ces données, en général, dans une entreprise, on a des processus qui sont ou pas décrits, mais ils sont existants. Et puis, donc, le système d'information, c'est l'ensemble des informations qui sont traitées et des outils qui le font. Pour ça, pour piloter son système d'information, on met en place une gouvernance qui a souvent, l'objectif de cette gouvernance du système d'information, c'est qu'elle soit parallèle en fait à la gouvernance de l'entreprise, qu'elle suive les besoins de l'entreprise. Et puis on a une couche qui est très importante aussi quand même, mais qui n'est pas la seule, qui est la sécurité. Et en fait, tout ça, ça s'imbrique et ça construit le système d'information. Donc le système d'information, ce n'est pas que l'informatique, mais c'est bien l'ensemble en fait des outils qui permettent de traiter l'information au sein de l'entreprise.
Donc, voilà en gros ce que c'est que le système d'information. Merci beaucoup. C'est toujours important de pouvoir expliquer de façon très précise de quoi on parle. Donc, ne pas confondre l'informatique et le système d'information. C'est bien deux choses distinctes et sur lesquelles, en fait, on va avancer. Alors, déjà, par rapport au déroulé de ce webinaire, donc, on vous a préparé un agenda. Donc, Mathieu va vous expliquer effectivement dans le détail les risques qui incombent à un numérique mal maîtrisé dans l'entreprise. Ensuite, on verra que ces risques peuvent être effectivement limités, voire réduits grâce à une solution qui peut être d'avoir un pilote pour éviter ces risques. Ensuite, pour pas vous laisser partir comme ça sans rien dans la fin de votre journée, Mathieu vous a préparé des conseils pratiques pour justement déjà mettre en œuvre des actions immédiates dans votre entreprise. Et ensuite, on fera une session de questions-réponses. Alors, c'est vrai, d'habitude, on fait sur Zoom, mais bon, là, dans le schéma actuel du LinkedIn Live, on le fera avec LinkedIn et avec la partie commentaires de LinkedIn. Et ensuite, on se quittera sur une conclusion pour voilà, vous permettre de partir avec des éléments importants pour la suite de votre activité. Donc, si vous avez des questions pendant cette présentation, n'hésitez pas à les mettre dans le chat et en fonction de la question, je répondrai soit de manière directe, soit à la fin, en fait, pendant cette étape-là. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions tout au long de cette présentation. Alors, moi, je voudrais donc me présenter. Donc, je suis Martine Lesponne. J'ai une carrière dans plusieurs domaines. Donc, j'ai commencé dans le domaine de la recherche. J'ai aussi travaillé à la gestion de projets numériques. J'ai été intervenante sur des projets de CRM. Également, j'ai animé, en fait, j'ai géré des projets de développement digitaux. Donc, je me suis aussi formée à l'univers au numérique, puisque ça fait un peu plus de 25 ans que je travaille. Et donc, j'ai vécu vraiment la transition numérique depuis ses débuts. Et donc, ensuite, je me suis attachée à conseiller les entreprises dans le domaine de l'innovation, du développement technologique et de la performance industrielle, organisationnelle. Ce qui m'a aussi conduite à me dire qu'il fallait effectivement que l'on puisse accompagner les entreprises sur la partie numérique. Et c'est pourquoi j'ai lancé Numiconsult à la suite d'un master en management digital et que j'ai fait il y a plus de 6 ans et qui m'a permis en fait voilà, d'identifier et de sélectionner des professionnels ultra qualifiés pour travailler auprès des entreprises. Et toi, Mathieu ? Alors, bonjour, moi je suis aujourd'hui consultant autour des systèmes d'information, consultant en cybersécurité. Je fais ce qu'on appelle de la DSI en temps partagé. Donc, j'accompagne les dirigeants de PME à améliorer leur système d'information, à le sécuriser. Donc, je fais de la gouvernance en fait autour de tout ce qui est numérique et des projets qui accompagnent en fait l'évolution du numérique au sein de l'entreprise. Je suis un autodidacte généraliste, ça fait 25 ans que je travaille dans le numérique. J'ai commencé par faire du graphisme, des sites internet, du développement. Après, j'ai accompagné des entreprises en fait en tant que responsable informatique. Puis de fil en aiguille, avec l'expérience, je suis arrivé à la situation d'aujourd'hui, qui est donc de faire de la DSI en temps partagé. Ça fait 3 ans en fait que j'ai mon entreprise, la Mana DSI, au nord de Nantes, à Nord-sur-Erdre, même si aujourd'hui mon périmètre géographique d'activité est beaucoup plus large. Donc j'accompagne principalement des PME dans tous les projets du numérique, que ce soit à trouver un prestataire informatique ou sécuriser son système d'information. Donc voilà en gros mon activité actuelle. Ok, super, merci Mathieu. Alors, je vais te laisser la parole pour aborder le premier point qui sont justement les risques qui sont induits par un numérique mal maîtrisé dans l'entreprise. Alors, les risques, en fait, ce qu'on rencontre très souvent aujourd'hui, alors je vais parler moi principalement quand même de PME, on ne va pas parler de
des entreprises du CAC 40 ni des grosses ETI. Je vais plutôt me centrer donc sur ce qu'on voit dans beaucoup de PME et de TPE. C'est souvent le numérique, en fait, le problème d'une informatique et d'un numérique mal maîtrisé, ça va être, on va se retrouver en fait avec beaucoup de pertes de temps et d'efficacité qui sont dues à beaucoup de choses, hein, mais souvent ce sont des outils qui sont pas connectés, donc on va se retrouver avec des informations qu'il va falloir ressaisir de manière manuelle, donc ressaisir de manière manuelle dans plusieurs logiciels, on a toujours des risques d'erreur. Donc forcément, en plus, ressaisir de manière manuelle, c'est 2 fois plus de temps pour saisir des choses. Donc on va se retrouver à saisir un devis, puis saisir une facture dans des fichiers Excel ou ce genre de choses. Donc cette double saisie-là, elle fait perdre beaucoup de temps en fait dans l'entreprise, et surtout, il y a un vrai manque d'efficacité. Donc, on peut se retrouver, par exemple, avec aussi des sites internet des sites d'entreprise. Quand on a une entreprise avec des locaux ou des choses comme ça, on peut se retrouver avec des sites qui ne communiquent plus entre eux, hein, si on a justement une perte de connexion internet ou des choses comme ça. Donc, toutes ces choses-là, ça entraîne forcément de la déstabilisation et un frein à la performance, puisqu'on va se retrouver avec des outils qui ne vont pas forcément être adaptés. Donc, les outils pas adaptés, ça peut être aussi justement de travailler dans des fichiers Excel pour faire de la gestion de planning. Gestion de planning qu'on va traiter à la main pour, par exemple, les techniciens, faire intervenir les techniciens sur des chantiers. Quand on va gérer les plannings, forcément, si les plannings sont dans du Excel et ne sont pas en liaison avec la gestion de chantier pure et dure, on peut se retrouver avec pas les bons effectifs sur les bons chantiers aux bons horaires. Donc voilà, c'est ce genre de choses. On peut aussi, de manière très simple, avoir des problèmes techniques et de matériel. Une imprimante qui n'imprime pas au moment où on a besoin de sortir des factures pour les envoyer à ses clients, forcément, c'est de la perte de temps, c'est de la perte, c'est de l'énervement en fait pour les utilisateurs. Si on ne fait pas attention, en fait, je vois Eric qui pose la question sur les menaces numériques auxquelles on est confronté aujourd'hui. Forcément, une des plus grandes menaces aujourd'hui pour la grande majorité des entreprises, c'est les virus, hein, les ransomware. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui arrive de plus en plus fréquemment, les attaques informatiques. Donc, on se retrouve avec des fichiers qui sont chiffrés, cryptés. On dit chiffrés, mais bon, les gens utilisent le terme crypté. On se retrouve avec des fichiers qui sont chiffrés qu'on ne peut plus utiliser, donc on a des vrais risques en fait de perdre de l'information. Donc ça, cette perte de temps, d'efficacité, ce frein à la performance, on peut se retrouver avec forcément des équipes qui sont pas contentes parce qu'elles ont un outil qui fonctionne mal, ou un outil qui leur fait perdre du temps, ou un outil dans lequel elles n'ont pas confiance. Le fait de perdre de la confiance sur son outil, forcément, c'est très compliqué. Un des risques aussi qu'on a, forcément, c'est de ne pas avoir un objectif clair et précis sur la partie numérique. Donc, on décide, par exemple, de refaire un nouveau site internet qui va permettre aux clients de passer des commandes, mais au final, le site n'est pas fini, il n'est pas finalisé, ou la commande ne va pas jusqu'à l'outil de gestion des commandes. Donc, ces choses comme ça, quand les choses ne sont pas claires, quand on ne sait pas où on va, on se perd dans l'informatique, en fait, on perd de la donnée. Donc, forcément, ça, on peut aussi avoir, quand on travaille avec l'informatique, avec les outils, souvent en interne, on ne sait pas faire, donc on fait appel à des prestataires. Donc, si on ne fait pas appel aux bons prestataires, on peut avoir des risques. Si, par exemple, vous avez un infogéreur qui pilote l'informatique globale de votre entreprise, et puis qu'un jour, ce prestataire, parce que vous n'avez pas trop fait attention, il coule et il part, ou il arrête de travailler avec vous avec toutes les informations qu'il a, et que vous n'avez pas ces informations-là, vous perdez le contrôle de votre système d'information, vous perdez le contrôle des accès, vous pouvez vous retrouver dans des situations de blocage qui sont très perturbantes. Et puis, bien sûr, comme je disais, les failles de sécurité, hein, donc il faut faire attention aujourd'hui aux cyberattaques, au ransomware, la fuite de données qui peut arriver aussi par le prestataire informatique, et ainsi de suite. Donc ça, ces choses-là, les failles de sécurité, ce sont des risques directs, c'est-à-dire qu'on peut perdre de l'accès à la donnée, mais aussi des risques vis-à-vis de la clientèle, vis-à-vis des fournisseurs, le fait de perdre de ne plus, les gens ne vont plus avoir confiance en vous.
Et puis, forcément, il y a des risques financiers et juridiques parce que si jamais vous avez des pertes importantes de facturation et ainsi de suite, c'est compliqué de récupérer parfois les données. Et puis aussi, il y a la notion de respect des lois. Donc, si vous n'êtes pas à jour au niveau du RGPD, vous pouvez avoir des risques en fait d'avoir des amendes et ainsi de suite. Donc, c'est important de savoir combien vous dépensez, combien vous utilisez en fait au niveau de l'informatique. Donc, c'est important de comprendre ce que vous utilisez, pourquoi vous l'utilisez, à quel coût. Donc, c'est important d'avoir un budget que vous maîtrisez, que vous comprenez. Donc, il faut faire attention à vos abonnements, savoir ce que vous avez, vos logiciels, et ainsi de suite. Donc, le problème d'un numérique mal maîtrisé, c'est une perte de confiance de vos utilisateurs, une perte de valeur, et puis des risques qui, en fait, en général, sont un cercle vicieux qui vous entraîne de plus en plus dans des situations de plus en plus compliquées, et ainsi de suite. Voilà, en quelque sorte, la grande majorité de ce qu'on peut voir en termes de risque. Ok, merci, merci. Donc ça fait effectivement, ça peut faire peur, hein, donc, je pense que il y a une solution quand même malgré tout. Il y a plusieurs solutions, mais il y en a une au moins, c'est d'avoir un pilote pour éviter tous ces risques. Donc toi, qu'est-ce que tu proposes? Alors, en effet, moi, dans mon activité, en fait, c'est ma principale activité, en fait, c'est d'accompagner les entreprises pour mettre en place, en fait, un pilotage, une gouvernance, en fait, du système d'information. Alors, je reviens, comme je disais, hein, on parle même pour les TPE, les PME, en fait, une PME, une TPE, ça va avoir un système d'information puisque vous avez des ordinateurs, vous avez une connexion Internet, vous avez de la donnée que vous traitez. Donc, l'important, c'est d'aligner les outils en fait au processus métier, aux besoins de votre entreprise. Donc, en effet, vous n'allez pas mettre en place des gros logiciels qui coûtent une fortune pour gérer deux, trois techniciens. Par contre, en effet, avoir des feuilles d'heure d'intervention qui sont encore papier, par exemple, ça peut parfois poser des soucis parce qu'on peut les perdre et ainsi de suite. Donc, mettre en place, par exemple, des outils qui vont permettre de gérer les bons d'intervention de vos techniciens, des techniciens qui vont sur site chez des clients, ça va permettre en fait d'avoir une trace numérique, d'avoir une gestion de planning et ainsi de suite. Donc on va pouvoir par exemple harmoniser les outils, structurer des processus grâce à ces outils-là, on va pouvoir avoir des gestions des heures des techniciens. On peut si on a un bureau d'études et un atelier, mettre en place une liaison entre les fichiers du bureau d'études et ce qui va être envoyé à l'atelier pour que, pareil, il n'y ait pas forcément que du papier et pour que dès qu'il y a une mise à jour qui est faite sur un dessin par le BE, ça soit transmis à un atelier. On peut aussi penser, si on a un petit service achat et puis un atelier de logistique, cette liaison en fait entre le service achat et le logistique. Mettre en place les outils, c'est aussi si on a un stock, par exemple, et un site internet, que le stock d'un site internet de vente, que le stock en fait soit mis à jour de manière instantanée dans le site internet pour que on ne se retrouve pas à faire des ventes alors qu'on n'a plus de matériel, alors qu'on n'a plus de stock. Donc ça, le pilote, il va vous aider en fait à analyser votre périmètre et à voir comment ça fonctionne. Donc, ça, c'est important. Le pilote, il va aussi permettre de réfléchir à la sécurité. Quel niveau de sécurité il faut mettre en place comment on adapte la cybersécurité à votre entreprise, aux besoins de la PME. Le pilote, il va penser, parce que c'est son activité, c'est son travail, il sait, en fait, il voit, il fait de la veille technologique pour voir quelles sont les nouveautés. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'intelligence artificielle. Toutes les entreprises n'ont pas besoin d'intelligence artificielle, mais c'est vrai que parfois, ça peut être pertinent. Donc, il va pouvoir vous aider à anticiper éventuellement vos besoins. Il va aussi avoir une vision globale. Il va vous accompagner dans la gestion en fait, de votre entreprise. Si vous lui dites que dans 3 à 5 ans, vous souhaitez multiplier par 2 la taille de votre entreprise, voire par 3, voire par 10, que vous souhaitez ouvrir 2 ou 3 agences de manière nationale, voire que vous voulez partir à l'international parce que vous souhaitez exporter, il va vous accompagner en fait dans la construction de votre système d'information pour que votre système d'information il soit dès le début en fait pérenne et évolutif, il va pouvoir s'adapter à vos besoins. Et puis il va aussi en général l'intérêt d'avoir un système d'information évolutif, c'est qu'on pense système d'information qui grossit mais aussi qui rétrécit. Dans le cas avec les outils qui sont dans le cloud, avec les outils SaaS, on va pouvoir en fait
penser les coûts de manière optimisée et donc prévoir une évolution de l'entreprise positive, voire parfois, hélas, il faut y penser aussi, se dire, tiens, il va falloir restreindre les budgets et donc on va pouvoir penser ça. Voilà. Le pilote, il va être là pour, en fait, vous accompagner dans l'organisation et pour éviter, penser les risques, penser les dangers de l'entreprise et pouvoir les traiter en amont avec vous, en fait. C'est vrai que, en fait, il y a certaines situations aussi, quand tu dis passer à des solutions qui sont sur le cloud, il y a dans la réduction en fait de son activité, c'est ça. Il y a des vrais enjeux de compatibilité aussi. Qu'il faut donc il faut pouvoir récupérer les fichiers qu'on a sur une solution en interne et puis les basculer dans la nouvelle solution SaaS de façon à avoir une continuité d'activité. Et ça, si tu n'as pas pensé à l'avance à récupérer, à savoir comment tu peux récupérer tes fichiers sur la solution ancienne, tu peux être vite embêté parce que tu as des milliers de données que tu as accumulées sur un logiciel en interne. Et en fait, tu peux absolument pas les récupérer sous un format ou un autre pour qu'ils soient compatibles avec une solution SaaS. Et ça peut générer pas mal de boulot, du coup, de ressaisie de tout, quoi. Enfin, ça peut être assez monstrueux. Aujourd'hui, ça arrive encore. C'est vrai que des fois, on n'arrive pas à récupérer la donnée et il arrive parfois qu'on doive ressaisir. Alors, c'est pas tant qu'on n'arrive pas à récupérer la donnée, c'est qu'on va se rendre compte que ça coûte moins cher de ressaisir que de traiter la donnée pour pouvoir la saisir en automatique. Et ça va être moins cher de prendre des intérimaires ou des personnes comme ça qui vont venir faire que de la saisie. Par contre, on a une vraie problématique là de pertinence de la donnée, c'est-à-dire qu'en fait, quand il y a de la ressaisie, on ne sait pas si on ne va pas vérifier non plus toutes les saisies, on va le faire un peu, mais pas tant que ça. Mais c'est vrai que ça, par contre, c'est pareil, c'est une gestion de projet. Quand on envisage en fait de déplacer de l'information d'une ancienne application vers une nouvelle, et c'est aussi dans le choix de cette nouvelle application, c'est-à-dire qu'en fait aujourd'hui la réversibilité, le fait de pouvoir récupérer sa donnée, c'est une obligation légale, mais c'est pas parce que c'est une obligation légale que le prestataire le propose. Voilà. Donc il faut avoir quelqu'un qui va pouvoir penser à ça dès le début en fait de la mise en place. Donc le choix d'un outil, c'est aussi ça. Avoir quelqu'un qui pilote, c'est aussi avoir quelqu'un qui va penser à tout ça dès le début, à la sécurité, à la réversibilité, au respect des réglementations qui vont être européennes, américaines, ainsi de suite. Et après, tu parlais du SaaS aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a aussi cette problématique-là qui est qu'on rencontre de plus en plus avec ce qui se passe de manière mondiale. Les outils qui viennent de Russie, ça fait longtemps que les gens n'ont plus confiance. On ne parle même pas de ceux de la Chine. Et là, aujourd'hui, on a la même problématique avec les États-Unis. Alors que là, vraiment, ce qui pose un vrai problème sur sur la perte de confiance qu'on a des outils qui viennent des États-Unis, c'est qu'en fait, 90% des outils, 80 à 90% des outils qu'on utilise aujourd'hui sont des outils américains. LinkedIn, c'est américain, Microsoft, c'est américain, Google, c'est américain. Donc en fait, aujourd'hui, on a ce problème-là et on réfléchit à comment on peut essayer de réinternaliser aujourd'hui un certain nombre de choses. Et c'est vrai qu'il y a une question qui se pose, quoi. Il y avait une question de Eric dans les commentaires concernant les VPN. Sur les VPN, est-ce qu'ils sont réellement efficaces pour protéger l'anonymat? C'est compliqué, c'est oui et non. Le principe du VPN, en fait, c'est un réseau virtuel qui va permettre de protéger en fait la liaison entre vous et l'usage que vous avez sur le numérique. Donc, ça va permettre de sécuriser le dialogue entre deux endroits, donc entre votre appareil qui est connecté et le serveur éventuellement à l'autre bout. Et on ne va pas pouvoir lire entre les deux. Par contre, on va voir que potentiellement, vous êtes connecté d'un endroit à un autre à travers ce VPN. Ça, c'est pas toujours évident pour le cacher. Dans l'usage d'un particulier, d'un VPN, quelqu'un qui veut on va dire, utiliser des usages de streaming, par exemple aux États-Unis, il va utiliser un VPN, il peut le faire, ça va fonctionner. Donc c'est ce genre de choses. Mais voilà quoi. Donc je vais pas dire
C'est toujours la problématique. Dans l'informatique, il n'y a pas de sécurité à 100%. Oui, c'est toujours mieux d'utiliser un VPN que de ne pas le faire. J'ai l'impression d'avoir perdu Martine. Je me retrouve tout seul. Donc, je vais continuer. M'amuser avec voilà, le studio. Je continue, donc merci Mathieu. Ça a répondu à la question d'Éric. Pour ma part, en fait, la solution, c'est certes d'avoir un pilote, mais c'est aussi de savoir bien le choisir. Hein. Donc, je pense que, par rapport à l'expérience, aux expériences vécues avec Nimiconsult, hein, quand moi je référence en fait des professionnels chez Nimiconsult, j'ai un peu la même façon de faire, et c'est des conseils que je voulais vous partager, et avant que j'ai validé avec Mathieu, bien sûr. Donc, le premier des conseils pour choisir un pilote de son système d'information, c'est son leadership, sa capacité à mener des projets, à emmener des équipes, à emmener une équipe informatique ou une équipe digitale pour s'assurer que les choses vont avancer dans le bon ordre et dans le timing prévu. Hein, donc, embarquer les équipes, c'est un vrai challenge au niveau informatique. Je l'ai vécu, moi, au niveau CRM. Quand on change de CRM dans une entreprise, c'est quelque chose pour embarquer les équipes sur le nouveau CRM, notamment les commerciaux. Il faut faire de l'accompagnement au changement, oui, c'est sûr. C'est un vrai accompagnement au changement. Ouais. C'est aussi, je pensais aussi à la façon de parler quand on n'a pas forcément la compétence technique informatique. Hein, les interlocuteurs, en fait, sont un peu perdus si le pilote utilise un verbiage qui est trop technique. Donc, il faut aussi savoir s'exprimer, vulgariser, hein, avec des mots simples. C'est ce que fait Mathieu depuis tout à l'heure, et je le remercie. Il y a aussi sa capacité à s'adapter, puisque quand on est dans l'univers de la transition numérique, hein, vous vous rendez compte qu'il y a toujours des nouvelles technologies qui arrivent, toujours des nouvelles solutions logicielles, des nouvelles fonctionnalités dans ces solutions, dans ces applications. Donc, il faut savoir sans cesse s'adapter et anticiper aussi le futur, connaître ce qui va se passer dans le futur. Alors, on pouvait un peu prédire l'arrivée de Trump, quelque part, mais on ne pouvait pas forcément prédire qu'il allait amener avec lui tous ces changements, en fait, qui font qu'on a un peu plus peur par rapport à ce qui peut se passer vis-à-vis de nos systèmes d'information en France. Donc, il faut que le pilote il soit capable de réagir et d'anticiper, en fait, rapidement, là, pour le coup, les solutions alternatives à aller chercher. C'est aussi de l'objectivité pour pouvoir conseiller. Il ne faut pas conseiller des solutions avec lesquelles on a l'habitude de travailler ou parce que on connaît très bien les fournisseurs de ces solutions et qu'ils vous ont expliqué que c'était les meilleures des solutions, mais plutôt conseiller avec objectivité la solution qui va correspondre aux besoins de l'entreprise et à son évolution. Et enfin, il faut beaucoup de réactivité parce que on a besoin en fait de son intervention parfois rapidement quand il y a un problème, peut-être un problème de sécurité par exemple. Il faut que le pilote soit disponible et qu'il sache aussi évaluer le degré de réactivité à avoir par rapport à la situation en question, parce que des fois on peut se dire oui, c'est urgent, mais en fait il n'y a peut-être pas beaucoup d'urgence, un petit peu d'urgence. Voilà, c'est le pilote, c'est priorisé. Et dernière chose, puisque Mathieu, c'est un DSI qui travaille en temps partagé, externalisé, donc le tarif, c'est effectivement quelque chose d'important. Son taux journalier est quelque chose d'important, mais ça ne doit pas être le seul élément déterminant. Vous l'avez bien compris avec les différents éléments que je vous ai présentés juste avant. Oui, sachant que moi, sur cette partie-là, c'est vrai qu'il m'arrive assez souvent quand même chez mes clients d'arriver et de très rapidement en fait trouver des coûts cachés, des coûts cachés et qui sont qu'on peut couper parce qu'il y a des redondances, des choses qui n'ont jamais été coupées et parce qu'on a de la facturation qu'on ne devrait pas payer et il arrive assez souvent que je puisse trouver,
payer mon activité en faisant faire ces économies à l'entreprise et en améliorant le moyen derrière les choses. Finalement, oui, c'est plutôt un bon investissement. La plupart du temps, oui. Alors, dernière partie pour que les personnes qui sont là puissent repartir avec des conseils utiles et à mettre en œuvre rapidement. Voilà, je te laisse la parole pour nous parler de tout ça, nous partager tes conseils. Oui, alors, comme je disais, hein, vu que mon discours aujourd'hui s'adresse principalement aux TPE et aux PME, ce que je rencontre très souvent dans beaucoup d'entreprises, c'est ça, c'est le fait d'avoir un système d'information. Enfin, vous avez un système d'information. Toutes les entreprises ont un système d'information, à moins de ne pas avoir d'outils informatiques et encore. Vous avez de la donnée, vous avez de la donnée de vos clients, vous avez de la donnée de vos fournisseurs, des produits que vous vendez, vous créez, des services que vous faites, que vous apportez. Donc, à partir du moment où vous êtes plusieurs dans l'entreprise, il y a des utilisateurs. Donc, en fait, vous avez besoin de documenter cette information. Vous avez besoin de documenter comment vous utilisez votre système d'information. Alors, l'idéal, c'est bien sûr de faire les choses extrêmement bien, mais la base, c'est ça. La base, c'est de savoir qui est là. Quelles sont les personnes qui ont accès à votre système d'information. Donc, c'est important, en fait, de le documenter, donc d'avoir une liste des utilisateurs, savoir qui a accès. Le matériel, en gros, combien vous avez de PC, combien vous avez de serveurs, quel logiciel vous avez, à quoi ils servent, qui se connecte dessus. Savoir quels sont vos prestataires, qui interviennent pourquoi, parce que souvent on a parfois un prestataire à qui on achète du matériel informatique, un prestataire à qui on achète du matériel un peu plus technique, mais en fait c'est un objet qui se connecte à Internet. Vous avez un prestataire pour la téléphonie, parfois pour la téléphonie fixe, parfois pour la téléphonie mobile, parce que ce n'est pas le même opérateur. Vous avez un prestataire pour vos copieurs. Donc en fait, savoir à qui s'adresser, en fait, pour vos utilisateurs, c'est la bonne chose. Quand j'ai tel problème, à qui je m'adresse, donc avoir la liste de ces prestataires. Et puis surtout, un fichier qui suit qui a accès à quoi. Ce qu'on appelle le suivi des habilitations. Ça, vraiment, c'est la base de la base de la base. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand quelqu'un rentre dans l'entreprise, vous savez, vous allez décider à quoi vous allez lui donner accès. Et puis surtout, quand il part, vous allez couper ses accès. Ça, c'est indispensable. Parce que sinon, on se retrouve, et ça arrive dans plein d'entreprises, en fait, et puis dans des collectivités aussi. On se retrouve avec des directeurs qui partent et qui, 6 mois après qu'ils soient partis, 1 an après qu'ils soient partis, ils ont encore des accès. Ils peuvent encore à distance se connecter sur des applications, sur des espaces de... Donc ça, vraiment, on documente. En documentant, en prenant ce document de ce suivi des habilitations, on va pouvoir avoir tous les 6 mois vérifier que tout va bien, qu'on a bien coupé ce qu'il y avait à couper. Et ça, c'est pareil, c'est indispensable à faire vis-à-vis du RGPD. Donc après, l'idéal, en fait, c'est de faire une cartographie de son système d'information, c'est d'avoir ce qu'on appelle un plan de continuité d'activité, un plan de reprise d'activité, ce dont je vais parler après. Mais là, la base, c'est vraiment ça. Les utilisateurs, le matériel, les logiciels, les prestataires et qui a accès à quoi. Après, un conseil vraiment très utile et qui est assez facile à mettre en œuvre, c'est de demander à ces utilisateurs de lister leurs 3 gros problèmes. En fait, c'est quoi les 3 problèmes qu'ils ont vis-à-vis du système d'information, donc vis-à-vis de l'informatique, de la téléphonie, de l'accès à la donnée. Et on va se retrouver très souvent, ça va être, moi j'ai pas confiance dans la donnée parce qu'on a X versions de fichiers. Donc là, vous avez un vrai problème qui est le versionning de fichiers. Pourquoi les fichiers sont, pourquoi il y a plusieurs versions, pourquoi on n'a pas qu'une seule version, et vous allez résoudre ce problème-là. Demandez ce qui les freine au quotidien. Est-ce que c'est la téléphonie qui ne marche pas ? Est-ce que c'est le fait qu'ils ne sont pas à l'aise avec leur outil parce que leur matériel ne marche pas bien ? En fait, et en prenant les 3 plus gros problèmes majeurs de vos utilisateurs, en les listant, vous allez avoir un ou 2 problèmes qu'il faut résoudre tout de suite et qui va permettre à vos utilisateurs d'être beaucoup plus à l'aise. Indispensable, avoir une sauvegarde, ça c'est la première des choses. Si vous n'en avez pas, il faut mettre en place. Il faut mettre en place une sauvegarde. Et bien, en plus de ça, il faut vérifier qu'elle fonctionne, cette sauvegarde. Combien d'entreprises, en fait, pensaient avoir une sauvegarde et puis le jour où ils ont eu un vrai pépin et qu'ils ont voulu récupérer leurs données, se sont rendus compte que leur sauvegarde ne marchait plus depuis X temps. Moi, j'ai dans mon parcours historique beaucoup de clients qui ont perdu 2-3 mois d'activité parce que leur sauvegarde ne fonctionnait pas. Et le jour où ils ont eu la pépin, il a fallu revenir 3 mois en arrière. Et ça, c'est pas possible.
il faut absolument avoir des sauvegardes qui fonctionnent. Et donc, pour aller un tout petit peu plus loin, à mettre en place ce qu'on appelle un plan de reprise d'activité. Penser quelles sont les données qu'on a besoin de sauvegarder, combien de temps on doit les sauvegarder, au bout de combien de temps, en fait, on peut se permettre de perdre de la donnée, et ainsi de suite. Ça, c'est ce qu'on appelle un PRA. Et puis, très rapidement aussi, quand même faire la liste, puisque vous avez documenté, vous allez avoir la liste de vos logiciels, et c'est là, en fait, vous allez vous poser la question de savoir s'il n'y a pas des logiciels que vous utilisez qui sont en double. Je connais des entreprises qui ont, les utilisateurs ont des comptes Microsoft et Google. Microsoft et Google font quasiment la même chose. Donc, avoir un compte Microsoft et un compte Google, à un moment donné, il faut se poser la question, pourquoi est-ce qu'on ne bascule pas tout le monde sur un outil ou sur l'autre? Parce que vous allez avoir des licences en double. Vous pouvez vous retrouver avec un bout de CRM dans votre ERP, donc de la gestion de clientèle dans votre ERP. C'est une option qui est payante, alors que vous avez une CRM à côté. Donc, peut-être, voilà, il faut analyser tout ça. Et puis surtout, quelque part, est-ce que vous savez combien coûte votre système d'information? C'est vrai que ce n'est pas une réalité à 100% exacte, mais ça permet d'avoir une estimation. Aujourd'hui, on dit que dans la plupart des PME, il est conseillé d'avoir 3% de son chiffre d'affaires qui va être le budget de votre système d'information. Mais votre système d'information, ce n'est pas le budget de votre système d'information, ce n'est pas que l'achat de matériel, c'est aussi les licences de vos logiciels, c'est la téléphonie, c'est la connexion Internet, c'est les copieurs, en fait. Et c'est tous ces usages-là. Donc, en fait, si vous mettez tout ça, vous calculez tout ce que vous coûtent ces choses-là, ça doit pouvoir vous amener un budget global. Et ce budget global, il va être, comme je vous disais, aux alentours des 3% du chiffre d'affaires de l'entreprise. Si ce n'est pas le cas, si c'est moins, peut-être il faut mettre un peu plus. Et si c'est beaucoup plus, ça veut dire que peut-être qu'il y a des budgets à faire. Et ça, c'est la base, en fait. Quand on a mis ça en place, derrière, après, on va pouvoir penser à structurer la gouvernance du système d'information en formalisant une politique de gestion du système d'information. On va pouvoir passer à une gestion réactive, à être proactif, en fait, vis-à-vis de ces outils, plutôt que d'attendre, en fait, et de subir. On va pouvoir transformer, en fait, les coûts du système d'information en un levier stratégique de l'activité de son entreprise. Voilà, c'est commencer par ça pour pouvoir, après, étape suivante, transformer votre système d'information en un vrai outil qui va vous permettre de gagner de l'argent. Ok, super. Merci beaucoup, Mathieu. Je pense que ça t'a donné énormément d'informations avec cette présentation. Il y a pas mal à faire, finalement. Il y a pas mal de choses à pointer. Ça peut aller vite. Ça peut aller vite. Bon, ouais, de toute façon, tu es toujours là, donc il n'y a pas de souci. On va pouvoir continuer à échanger avec toi. Ou alors encore, même ça peut être prendre rendez-vous directement. Je vais afficher tout à l'heure le QR code juste pour prendre rendez-vous avec toi. Juste dire aux personnes qui nous regardent qu'il y a possibilité en fait d'envoyer cette présentation par mail, si vous voulez avoir tous les éléments, tout le support pour vous permettre de vous replonger dans toutes ces informations, à la tête reposée, ou alors de les communiquer aussi en interne, si vous n'êtes pas forcément le décideur ultime, de façon à transmettre ces bonnes paroles. Et donc, donnez-moi votre email si je ne l'ai pas, ou faites-moi signe en message privé sur LinkedIn, de façon à ce que je puisse vous envoyer cette présentation. Donc ensuite, on va vous proposer en fait de prendre rendez-vous avec Mathieu en flashant ce QR code. Ça envoie directement, sans piratage, sans spam, ça renvoie directement vers l'agenda de Mathieu de façon à bloquer un créneau avec lui. Il vous offre en fait un rendez-vous conseil de 30 minutes à 1 heure, suivant les questions à résoudre, les sujets à traiter. Et voilà, je ne sais pas si autour de la table LinkedIn, il y a des questions. Il y a Eric qui demande si l'IA représente une menace pour notre autonomie numérique ou un outil d'émancipation. Alors, le sujet de l'IA est un sujet extrêmement vaste. Mais en fait, ça reste un outil. Et comme tous les outils, il a beaucoup de positifs et il peut avoir du négatif en fonction des usages qu'on en fait.
Alors après, sur la menace de l'autonomie numérique, pour moi, c'est pas l'IA. La plus grosse menace sur l'autonomie numérique, c'est plus ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, sur le fait que budgétairement, en fait, le numérique coûte de plus en plus cher, consomme de plus en plus d'énergie dans un monde qui n'est pas sans fin. Hein, et justement, on a une limite qu'on dépasse de plus en plus tôt tous les ans. Donc, le numérique a un coût. Et peut-être il faut réfléchir à un numérique de plus en plus responsable. Donc ça sur l'autonomie numérique, aujourd'hui, on a cette problématique-là en Europe et en France, de se poser les bonnes questions vis-à-vis de nos prestataires américains, russes et chinois, parce que c'est eux qui font quasiment tout. Voilà. Par contre, le fait que ça soit potentiellement un outil d'émancipation, ça peut permettre en effet peut-être de faire avancer des choses beaucoup plus rapidement de notre côté. Après, aujourd'hui, ça reste un outil. Il faut garder les idées claires sur ce qu'on en fait. Et il faut se rappeler que l'intelligence artificielle n'a d'intelligence que le nom, puisque ça ne reste, ce sont des algorithmes, ce sont des outils, ce sont des logiciels qui sont développés par des êtres humains et petit à petit par ces logiciels eux-mêmes qui s'autodéveloppent. Mais il n'y a pas d'intelligence derrière, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de réflexion, il n'y a pas d'analyse. Et l'intelligence artificielle ne crée rien, elle ne fait que proposer des choses déjà existantes. Et ça, c'est très important de se le rappeler. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pas pour l'instant. Donc toi, tu es obligé de te former sans arrêt en fait, parce que l'IA, tu l'as pas appris à l'école. Non, mais moi j'ai toujours tout appris. Voilà, comme je disais, je suis autodidacte. J'ai appris sur le terrain. Je continue à apprendre sur le terrain. Après, il faut savoir que c'est aussi ce qui fait un bon DSI et un bon pilote, c'est plus de savoir en fait quelles sont ses limites et vers qui se tourner en fait pour obtenir de l'information. Moi, je suis très très loin d'être capable de faire plein de choses parce que techniquement, de toute façon, je n'ai plus les compétences. Et puis, j'ai plus forcément le courage et la jeunesse et l'envie d'apprendre en fait des choses complètement nouvelles. Mais par contre, c'est vrai qu'aujourd'hui, je continue et je suis en veille continue vis-à-vis de ce qui se passe. Ouais. Et aujourd'hui, c'est vrai que l'IA, c'est un vrai sujet. Oui, je fais de la veille et j'apprends régulièrement, toutes les semaines. Tu es obligé, oui. Ouais, j'ai pas le choix. Ouais, c'est comme l'IoT, c'est comme la cybersécurité, c'est comme tout ce qui est arrivé en fait. La cybersécurité a toujours été là, c'est juste que là aujourd'hui on met un nom, hein, mais faire de la sécurité sur l'informatique, ça fait longtemps qu'on en fait. Moi personnellement, depuis quasiment le début, j'ai toujours pensé sécurité parce que j'ai toujours été intéressé par le côté obscur de la sécurité qui est le hacking, même éthique, hein, mais c'est vrai que je me suis toujours dit on peut détourner l'outil, donc si on peut détourner l'outil, il faut le protéger. Donc depuis le début, j'ai toujours pensé sécurité. Après, aujourd'hui, l'IoT, ça par contre, c'est un vrai sujet dans le monde industriel et même par exemple dans la distribution, hein, parce qu'aujourd'hui tous les magasins ont des frigos ou des étiquettes de prix, et les étiquettes de prix, c'est de l'IoT puisqu'elles sont reliées au réseau. Et donc ça, ça fait partie du système d'information, mais c'est pas toujours dans les mains de la DSI. Donc ça fait partie des sujets aussi à traiter. C'est-à-dire qu'en fait aujourd'hui l'univers connecté et des nouvelles technologies se développe. Et le monde de la DSI, de mon point de vue, se développe aussi en ayant des interfaces. Un RSSI, responsable de la sécurité du système d'information, ne doit pas forcément être sous un DSI, mais plutôt sous la direction pour pouvoir imposer au DSI un certain nombre de choses. Donc voilà. Eric demande quelles sont les nouvelles technologies pour garder le contrôle en étant utilisateur. J'avoue que je ne peux pas répondre là, ça ne va pas être possible. En fait, aujourd'hui, garder le contrôle, c'est comme comme parler de sécurité informatique, ça n'existe pas, la sécurité à 100%, le contrôle non plus. Sont des choix qu'il faut faire au quotidien dans les usages de ces outils. Moi, je sais qu'aujourd'hui, ça fait des années que j'utilise des outils Microsoft et que justement, je commence à chercher des alternatives à Microsoft parce que
Autant il y a encore 3 ans, même 2 ans, je n'envisageais pas les risques aujourd'hui de coupure franche. Et aujourd'hui, je suis obligé de dire que bah, si c'est possible qu'à un moment donné, on ait des coupures franches ou des augmentations tarifaires monstrueuses, que les tarifs de Microsoft et de Google soient multipliés par 2 ou 3 en l'espace de quelques semaines, mois. Et donc, enfin voilà, il faut aujourd'hui trouver des choses, mais voilà. On va toujours avoir un autre plan en parallèle, en fait, Encore plus. sur lequel. C'est ça. C'est bon. Ouais, je pense que c'est encore plus véridique aujourd'hui et tu as raison de dire que bah, il faut chaque choix que l'on fait en fait se poser beaucoup de questions et, notamment bah, où sont hébergées les données si par exemple on choisit une nouvelle application où seront hébergées les données quelle est l'origine en fait de la société de l'application qui l'a développée quels sont les actionnaires il faut surveiller en fait aussi l'actionnariat parce que tout peut évoluer. Hein, ouais. Oui. Bon, après, contre l'actionnariat, c'est encore plus compliqué parce que c'est vrai que on peut partir avec une entreprise, un fournisseur où tout va bien, mais on n'est pas à l'abri qu'à un moment donné, il y a un rachat. Ouais, et toi, tu interviens beaucoup aussi au niveau des fusions d'entreprises. Alors moi, j'ai fait ce qu'on appelle des carve-out, j'en ai fait 3. Donc c'est le carve-out IT, donc c'est-à-dire qu'en gros, on prend le système d'information d'une entreprise ou d'un bout d'entreprise ou d'un service et on le sort de l'entreprise pour le rendre totalement indépendant. Donc j'ai fait ça pour deux PME et puis pour le PFL du Dauphiné. Où en fait il faut aller chercher en fait tout ce qui est donné dans un système d'information et construire un système d'information pour l'accueillir et piloter le déplacement de la donnée. J'ai encore jamais fait de fusion, mais je pense que c'est dans le même genre. Ça m'intéresse. Ouais. Ok. Merci beaucoup Mathieu. On peut passer à la conclusion, à moins qu'il y ait d'autres questions. Il y a une dernière question d'Eric aussi qui demande s'il y a des outils ou des méthodes pour mieux gérer notre temps d'écran sans nuire à la productivité. Ça doit exister, mais j'avoue que moi, j'en ai pas trop besoin parce que j'arrive à me contrôler. Gérer les temps d'écran, ouais, si. Alors, là, je vais pas réussir à répondre tout de suite. Je sais que ça existe. Après, on peut mettre des outils qui vont bloquer en fait certaines applications à certains horaires, des choses comme ça. Dans les entreprises, on peut faire ça. On peut bloquer complètement certaines applications. Aujourd'hui, sur les smartphones, dans les PME, on peut mettre en place, utiliser des outils qui vont gérer la flotte de mobile et bloquer des applications. Enfin voilà, donc ce genre de choses. Oui, c'est en respect de l'humain et de l'environnement. C'est ça. Ça va dépendre de ce qu'on veut faire. Ouais, c'est ça. Il faut trouver le bon équilibre en fait entre la productivité et son empreinte numérique. Ouais, aussi, tout à fait. Ça, c'est pas facile à trouver, mais bon, je pense que j'avais une discussion hier, c'est vrai, dans le domaine de l'architecture. C'est compliqué en fait de nettoyer des données dans ce domaine, mais ça prend beaucoup de place. Donc, il faut pouvoir évaluer en fait si c'est important de garder ces données et savoir ce que ça a comme empreinte. Je pense que c'est voilà, être en conscience de ça, quoi. Oui, on ne peut pas supprimer, peut pas supprimer comme ça. Le RGPD fait partie des. Enfin, oui, le RGPD fait partie des choses qui ont amené à se poser des questions sur pourquoi est-ce que j'ai ces données-là vis-à-vis du client. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a aussi cette notion d'espace de stockage, cette notion de traitement qui font que oui, il faut s'interroger. Et après, sur le respect des utilisations, là, on est encore sur des choses encore plus problématiques parce que la consommation liée au traitement et aux données, les data centers et autres, le transfert de la donnée, les connexions Internet, est-ce qu'on a vraiment besoin de la 5G après tout? Pourquoi penser la 6G, la 4G, c'est déjà pas mal. Donc, voilà. Il faut toujours rester, se poser des questions. Tout à fait. Alors, on va arriver à cette fameuse conclusion.
Donc, je vais essayer. Alors, j'ai pensé que j'étais. Voilà. Hop, la conclusion pour toi, Mathieu. Ah oui, alors ça c'était des chiffres donc que je mets dans ma présentation. Donc il faut se rendre bien compte que 53% des entreprises, alors là on parle d'entreprises globales, ils ont subi une attaque en 2023. Donc ça veut dire qu'en fait aujourd'hui il y a une entreprise sur deux qui a été attaquée en 2023. En 2024, les chiffres ne font que monter puisque le nombre d'attaques globales ne fait qu'augmenter. Surtout aujourd'hui avec l'IA, ça va encore plus fort. On sait qu'aujourd'hui, dans les TPE, PME, il y a très peu d'entreprises qui ont des salariés dédiés spécifiquement à la gestion des entreprises, donc à la gestion de l'informatique, pardon. On a 72% de ces entreprises-là qui n'ont personne au sein de l'entreprise pour gérer l'informatique. 82% des chefs d'entreprise de TPE, PME, en fait, c'est eux qui pilotent l'informatique. Et c'est moi, ces gens-là que je m'adresse. Alors, tous n'ont pas besoin, mais ceux qui ont besoin d'aide, je peux les accompagner pour les aider à mieux piloter en fait leur système d'information et leur informatique. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a très peu d'entreprises qui se sentent vraiment à l'aise. Et alors, donc, il y a 61% des entreprises qui s'estiment faiblement protégées. Par contre, ce qu'il faut se rendre compte, c'est que dans les 39% qui restent, c'est pas parce qu'elles ne se sentent pas faiblement protégées qu'elles le sont vraiment bien. Voilà. Et c'est vrai que il faut que les dirigeants de PME se rendent bien compte qu'aujourd'hui, il y a un vrai sujet sur ces choses-là et que c'est pas parce qu'on a un petit peu d'informatique et qu'on se débrouille en interne qu'au final, tout va bien. Voilà. Et la dernière phrase, c'est ça. C'est aujourd'hui, il faut bien se rendre compte que la donnée, donc le système d'information, traite de la donnée. Et la donnée, en fait, c'est l'or du 21e siècle dans le sens où Google, Facebook, Microsoft, Amazon, tous ces gens-là, ce qui leur fait gagner le plus d'argent quasiment, c'est la donnée, c'est le traitement de la donnée. Donc en fait, nos données sont vitales, il faut les protéger, il faut se protéger, il faut protéger nos systèmes d'information. Et pour ça, il faut mieux les piloter. Merci beaucoup, Mathieu. Écoute, j'étais ravie une nouvelle fois d'animer cet événement en ligne avec toi. Je voulais proposer, merci. Je voulais proposer à ceux qui nous regardent en fait nos prochains rendez-vous. Donc mardi 8 avril, j'aurai le plaisir d'accueillir Vanessa pour nous parler de stratégie digitale et de chiffre d'affaires. Comment faire le lien entre les deux, vous le saurez mardi. Le 15 avril, à nouveau, reviendra Damien pour présenter l'intelligence artificielle et comment elle peut s'appliquer en entreprise, parce que c'est souvent une question que l'on se pose. L'intelligence artificielle, c'est bien, je dis ChatGPT, mais est-ce qu'on peut aller plus loin dans l'entreprise et qu'est-ce qu'on peut gagner avec cela, tout en connaissant les limites. Et en dernier événement dont je voulais vous parler, c'est celui qui concerne les pros de l'informatique et de la tech et qui cherchent à mieux prospecter. Nous organisons avec une de mes partenaires, Sylvia, un webinaire sur les bases du développement commercial. Voilà, on a fini cet événement en ligne. On espère que cela vous a apporté beaucoup d'informations et que vous allez pouvoir les utiliser dans vos pratiques en éteignant votre écran. Merci. Merci beaucoup. Bonne journée, bonne fin de semaine à tous. Merci Mathieu. Merci à bientôt. Martine. À bientôt. Au revoir. Au revoir.